Originalement, quand j'étais au Beaux-Arts de Glasgow, je faisais de la sculpture. Et en général, c'était, bon, je sais pas, c'était la sculpture dans un sens très conventionnel du terme. Je produisais un objet qui était plus ou moins formel et je mettais ça dans un lieu d'exposition et les gens venaient de regarder ce que j'ai créé et l'admirer ou de tester comme ils souhaitaient. Et c'était comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé de rendre compte que, en fait, faire de l'art, c'était une chose, mais exposer de l'art, c'était une autre question. Et ça veut dire que c'est pas juste une question formellement poser un objet sur un socle dans un espace, mais c'était convoquer ou convier des gens autour d'un sujet ou quelque chose comme ça. Et ces gens, ils ne devaient pas forcément tous face à l'œuvre, comme si c'était de la Joconde, mais qu'ils peuvent peut-être discuter entre eux, autre chose peut se passer. Il y avait des gens avec beaucoup de talent aussi qui venaient dans les expositions, peut-être ils peuvent participer autrement que juste avec leur regard. Et tout ce type de questions commençaient de me tracasser la tête. Et aussi la question d'un public très ciblé, art contemporain, ça commençait un peu de me faire chier. Mais j'ai commencé d'être invité en Provence, dans les centres d'art contemporain. Et ici, c'est la pointe de Dorven, et c'est en Bretagne. Et à l'époque, c'est changé depuis les dernières élections départementales. Mais bon, à l'époque, quand j'étais invité, le département avait acheté cet terrain. Et le terrain, vous voyez, c'était un terrain particulier. C'était un propriétaire à l'époque. Il y avait construit une maison pour sa famille. Et le département dit, ouais, on va acheter ça pour tout le monde. Donc, un parc, ils ont créé un centre d'art dans la petite villa. Et quand j'étais invité par le directeur de faire une exposition là-bas, j'ai dit, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps en visitant moi-même les expos et j'ai constaté tout un tas de choses. Il y avait, par exemple, il y a un parking ici pour mettre des voitures. Et sur la pointe, il y avait des pêcheurs qui venaient de pêcher. Il y avait deux plages, un côté là, les gens venaient de baigner. Il y avait des gens qui faisaient du footing. Il y avait des gens qui faisaient des promenades, de grandes randonnées avec des sacs à dos. Il y avait des gens qui promenaient les chiens. Il y avait des ados qui venaient pour fumer des pétards. Tout un tas d'activités. Et puis il y avait un milieu d'art contemporain qui visitait les expositions ici. Et j'ai dit à le directeur que j'aimerais bien faire une exposition qui fonctionnait comme un carrefour pour tout ce monde, et pas juste le centre d'art contemporain. Et ouais, sa première réaction, c'était c'était compliqué parce que, par exemple, si on prend des promeneurs de chiens, les chiens sont interdits dans la galerie. Et donc, j'ai lui dit, ouais, ma première geste artistique serait de changer les règles intérieures pour permettre les chiens d'entrer dans l'espace pour que les promeneurs puissent aussi entrer. Et donc, du coup, j'ai créé une entrée pour les chiens. Forcément, ils auraient pu entrer par la porte eux-mêmes, mais donc j'ai enlevé une fenêtre et j'ai connaissé un photographe, mais un grand photographe belge. Vous voyez, il a photographié une niche de chien en béton. Et j'ai lui contacté, je dis, est-ce que je peux découper la niche de chien pour faire une rampe de chien et pour que les chiens, et il était d'accord. Donc, du coup, j'ai fait ça, et puis après, les promeneurs de chiens commençaient de se regrouper parce qu'ils voyaient que c'était pour eux. Et ils voyaient qu'il fallait qu'ils s'entraînent les chiens pour monter dans la rampe parce que c'était pas des chiens de gymnastique. Hein. Il y avait même des personnes aveugles. Et en fait, c'était drôle parce que les promeneurs de chiens, ils se connaissaient pas. J'ai rendu compte parce qu'ils se connaissaient les noms des chiens parce que des fois, ils ont entendu crier le nom du chien. Ils connaissaient l'heure. Ça, c'est 8 heures le matin, ça, c'est 11 heures. Ils connaissaient un peu l'heure de chacun promener le chien. Mais en fait, c'était pas un groupe. Et en fait, avec cette œuvre, ils sont devenus un sorte de groupe. Ils se rencontraient tout le temps pour essayer de faire entrer les chiens. Et donc, depuis, une sorte de communauté s'est installée autour de cette œuvre. Et puis après là, on est dans l'intérieur de l'espace. Alors là, on voit qu'en fait, dans l'espace, il y avait un grand papier peint en photographique autour de et ça, c'est pas moi, ça, c'est l'artiste qui passait avant moi.
Donc j'ai visité l'exposition juste avant moi, et quand j'ai vu son expo, j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire une exposition sans mur, mais tu l'as déjà fait. Mais si tu es d'accord, j'aimerais bien accrocher mon expo à l'intérieur de la tienne, parce que tu as déjà supprimé les murs de galerie, et je veux garder ça. Et lui, il acceptait. Donc, j'ai commencé d'avoir un sorte de petit monde, c'est-à-dire mon expo perso, mais ça commençait d'être loin de perso. Je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire pour les chiens, mais je dis, les chiens, ils aiment renifler autour des arbres, et j'avais pensé à un arbre artificiel, et j'ai pensé à la manège enchanté, Pollux et tout ça, et les arbres qui a fait Serge Danet. Et donc, du coup, je me suis mis à construire un sorte de grand arbre artificiel dans l'espace qui était très différent des autres arbres qui étaient là. Il y a un bâtiment qui s'appelle Helios, construit par un architecte, Roger Leflanchec. À ma connaissance, c'est la seule œuvre d'architecture qui est genre, c'est à peu près un huitième de la Cité radieuse. C'est un côté, c'est pas les deux, c'est pas complètement transversal comme la Cité radieuse. Il n'avait pas le droit de le faire au début, la mairie de Trébaudon disant, mais non, vous ne pouvez pas construire comme ça chez nous. Et lui, ses parents, ils étaient des notaires. L'histoire, c'est qu'il dort avec le Code civil comme livre de chevet. Et en fait, il a amené son projet à Paris, parce que la mairie de Trébaudon disant, non, vous pouvez juste construire à l'autre des bâtiments. Et donc, lui, il a amené son projet à Paris, au ministère. Il dit, mais voyez ces Bretons, ils veulent que je construise un bâtiment et chaque étage est juste en 80 cm. Les Bretons ne peuvent pas vivre là-dedans. Et donc, le ministère a signé le permis de construire. Il a pu faire ça sans l'accord de la mairie. Donc, voilà, ça existe là. C'est en face de la pointe. Et ça est devenu... J'ai découvert l'architecture de Leflanchec grâce à ça. C'est devenu... C'est un figure architecturale breton un peu atypique, et j'ai parti découvrir tout son travail par la suite. Alors ça, c'est les femmes et les messieurs mariés. En fait, aussi, tous les samedis, il y a un photographe de Lannion qui amène des couples comme ça pour être photographiés dans le parc. Et moi, j'ai trouvé ça génial, ces espèces de meringues qui promenadent dans l'espace. Et donc, je suis allé voir le photographe et je dis, mais écoute, j'aimerais bien avoir tes photographies dans mon expo. Alors, elle était hyper, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'elle ne savait même pas s'ils étaient toujours mariés. Peut-être ils sont divorcés. Donc, on commençait à appeler les mariés, voilà, un artiste. Et finalement, on a trouvé 7 couples qui étaient OK pour agrandir les photos de mariage et les accrocher dans l'espace. Donc, oui, voilà, donc ces mariés venaient dans l'espace et donc du coup, si c'était ça, en fait, là, au point, ça c'est mon photographie de mariage avec ma femme Annabelle, qui a été faite par un autre photographe, ami à moi, donc du coup, j'ai mis moi-même aussi avec l'arbre, voilà, Annabelle et moi, en 2003. Ici, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais... J'avais aussi fait une autre œuvre d'art dans le temps, basée sur un travail de Onkawara qui s'appelle les Date Paintings. Et voilà, ça c'est la date, le 15 septembre 1980. Moi, je m'appelle David Michael Clark. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, David Michael Clark, c'est un nom hyper courant, banal, comme Pierre Dupuis, un truc comme ça. Et donc, du coup, j'ai fait un peu de recherche dans les archives à Londres, et j'ai trouvé... Je ne sais pas combien ils avaient, 70 David Michael Clark qui s'est marié. En fait, c'était dingue parce qu'en fait, dans les archives publiques, les certificats de mariage n'appartiennent pas aux mariés parce que c'est un document public. Hein, c'est un mariage, c'est un acte civil. Et donc, on peut commander le certificat de mariage de n'importe qui. Il me donne ses mariés à Londres, on peut avoir son certificat de mariage si on veut. Donc moi j'ai commandé quand même 70 certificats de mariage pour David Michael Clark, tous les David Michael Clark qui s'est marié entre ma date de naissance et jusque là. Et j'ai fait les date paintings pour chaque fois que je me suis marié. Donc j'ai toute une série de ça et donc j'ai amené un peu mon sorte d'histoire romantique dans ce terrain qui est quand même super romantique. J'avais fait dans un collège une petite animation locale avec
vous voyez, c'est les casiers. Avec les enfants, on les fermer et ouvrir les casiers. Et pourquoi ça fait... alors, comment je peux faire? Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas comment faire marcher en vidéo. Voilà. Donc, on a ouvert et fermé les portes de casier pour que c'est marqué « Don't panic ». Qui est en sorte... Parce que j'ai trouvé le collège ressemblait un peu comme un paquebot. Et je pensais que c'était un peu le Titanic. Et je me suis dit, il ne faut pas paniquer. Et donc, du coup, voilà, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. C'est un pataquès à organiser ça. Alors, donc, dès qu'on a des chiens dans la galerie, il faut penser à l'art pour les chiens, parce que les chiens doivent être... il faut les engager aussi que le public. Alors, donc, j'ai dormi plusieurs nuits dans la galerie pour se réveiller très tôt, avec mon téléobjectif, filmer des lapins. Et donc, du coup, les chiens, pendant que les adultes regardaient l'espace, les chiens eux-mêmes, ils avaient quand même de l'art à regarder. On est allé sur la côte de Granite Rose, où je savais qu'il y avait un photographe irlandais dans les années 20 qui avait photographié des formes, et celui-là s'appelait le lapin. Donc, on allait le chercher, trouver le lapin, et lui, il a fait une sorte de mini-conférence sur l'histoire du lapin dans l'histoire de l'art, devant ça. Et donc voilà, là c'est un peu ça. Ici, on est aux pointes, là où il y a les pêcheurs, il y avait un panneau. Ça c'est une sorte de citation d'un livre de science-fiction qui s'appelle Le Guide de la Galaxie Autostopper. Je ne sais pas comment tu dis en français, Autostopper, Guide de la Galaxie. Très connu en Angleterre, où il y a un poisson on peut mettre dans l'oreille, et ça s'appelle le babblefish, et ça traduit toutes les langues quand tu voyages dans l'univers. Et donc, du coup, dans la galerie, on avait mis un sorte d'hôtel pour les poissons. Et donc, du coup, les poissons fatigués peuvent être mis dans cet hôtel. Mais, finalement, forcément, c'était... on commençait à mettre de l'eau salée, mais avec les chiens qui n'arrêtaient pas de monter sur la pièce, on a mis de l'eau fraîche après. Et voilà, c'est devenu l'arête. Bon, je vais aller plus bref parce que ça c'est un œuvre performative d'un autre artiste que j'ai réactivé sur le carrefour de Plestin, qui était le village à côté. La documentation pour que les gens puissent renseigner. On avait emprunté toutes ces œuvres ces chaises de Rietveld et de Enzo Mari, de la CAEE de Saint-Brieuc. Ça, c'est un coucher de soleil. Il y en a beaucoup ici, celui-là c'est en Normandie, à Montfarville. J'ai photographié beaucoup de ces œuvres qui pour moi c'est... je pense qu'à cette époque-là, les gens faisaient commande, ils commandaient un portail. Ils n'achetaient pas Leroy Merlin ou un truc comme ça. Il y avait une relation avec comment se passe, un serrurier. Et il dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez comme portail? Je veux un coucher de soleil, quoi. Et c'est très dessiné. Et il y en a beaucoup, hein. Et tout ce type de choses que j'ai nommé cette exposition et toute une série des activités, The Flying Black Cow Club. Et ça, c'était parce qu'entre Château-Gontier où j'habite et Le Mans, il y a une usine, on voit l'usine à la derrière qui s'appelle Aprochine. C'est une usine qui retraite les transformateurs. Il y avait un liquide très nocif qui polluait le terrain. Et à un moment donné, il fallait abattre 2 troupeaux de vaches, donc 500 vaches abattues. Mais c'était une catastrophe écologique, humaine, mais dans tous les sens, en fait, parce qu'il y avait juste 2 fermiers qui étaient vraiment concernés. Il y avait 500 personnes qui travaillaient dans l'usine. Et eux, ils étaient en chômage technique, il y avait une sorte de bataille. Et les fermiers, les paysans, ils avaient mis ces potences au bord de la route, et avec les vaches, les têtes de vaches là. Mais il faisait tellement de vent, ils s'envolaient. Je dis, wow, flying black cows. Et je suis très touché quand un public qui n'est pas un public artistique fait un geste plastique. Et souvent c'est dans un sort de malheur, mais dans un sort de projet avec eux. Donc j'avais filmé pas mal ces potences, et ça c'était dedans. Revient à notre Roger Leflanchec. Donc
Après ça, j'ai eu la chance de faire une deuxième exposition dans le lieu parce que l'artiste après moi, il a désisté. Et donc, d'un coup, le directeur me dit, ouais, on peut continuer ton exposition. Et je dis, mais on va pas juste prolonger, il faut ajouter, il faut changer les choses. Donc, on a décroché des choses, on a ajouté des choses. Et je dis, ben, moi, j'ai envie de faire moi-même mon city radieuse. Et je me suis dit, ouais, j'ai profité un peu des lapins la dernière fois, peut-être ça serait bien de faire quelque chose pour les lapins. Et donc, du coup, j'ai construit ça s'appelle l'unité d'habitation pour 24 lapins. Et vous voyez en rampe là, il y a quand même les deux couloirs dans le milieu. Et donc les couloirs seuls, c'est pas les duplex. C'est un peu bizarre d'avoir une cité radieuse où il n'y a pas de lumière, mais les lapins ils n'aiment pas la lumière. Mais en fait, on monte le rampe et on peut connecter un autre rampe entre les deux couloirs. Et les couloirs ils sortent sur les deux étages. Donc il y a quand même des choses qui fonctionnent à peu près comme Le Corbusier a imaginé à l'époque. Hein. Alors malheureusement, il n'y avait pas vraiment des lapins, ils n'ont pas monté, ils n'ont pas voulu la modernité. Le truc, le comble de l'histoire maintenant, que cette œuvre a été achetée par le musée de Beaux-Arts à Toulouse, et qui s'appelle les abattoirs, c'est dans les anciens abattoirs. Donc maintenant, cette œuvre est aux abattoirs, quoi. Toutes les œuvres étaient une sorte de prétexte pour essayer de démarrer une conversation. Donc voilà, la maison est là, mais on avait supprimé toute la photographie avec les arbres. Un autre photographe, Paul Pouvreau d'ailleurs, ça c'est une pièce à lui, qui travaille beaucoup avec les logos, les logotypes. Et donc voilà, là, je pense que c'était peut-être Monsieur Bricolage, je sais pas, le logo, un homme qui vient d'acheter une tronçonneuse et puis après le logo là. Ça me semble parfait. En fait, souvent, je me suis trouvé dans une situation au lieu de réfléchir sur une œuvre, si je pensais à un artiste qui a déjà fait une œuvre qui était pertinente par rapport à l'espace, tant que j'ai envie de l'artiste plutôt que de faire une pièce moi-même. C'est une manière aussi, je ne sais pas si c'est vraiment, je ne pensais pas à l'époque que c'était écologique, mais c'est une histoire de pourquoi je dois produire quelque chose si quelque chose existe déjà qui peut fonctionner là où j'ai voulu dans l'exposition. Donc, il y a pas mal des invitations. Ça, c'était Guillaume Janot. Et lui, il allait photographier à chaque étage à l'intérieur du bâtiment d'Hélios. Donc, ça, c'est les portes en formica qui ouvrent chaque étage. Et chaque couleur, c'est un étage. Et le rocher là derrière, c'est la carrière à Île-Grande, la carrière qui produisait les pavés pour Paris. Les rues de Paris sont pavées de cette carrière-là. J'avais demandé à Nicolas Hérisson de me prêter quelques assiettes de Norbert Bézard sur la nature qui me semblait bien dans cette parc, de faire venir Norbert Bézard. L'histoire de Piaget me semblait très pertinente dans ce que j'ai vu. Je pense que découvrant le travail de Nicolas à Piaget, l'histoire entre Bézard et Le Corbusier, ça m'a touché beaucoup. Là, il y a Christophe Terlinden et François Curlet, deux artistes associés avec Piaget. Terlinden qui avait fait des tongs en bronze. En fait, c'est un sorte d'édition, et si tu veux un, tu lui envoies tes tongs, et lui, il les fait mouler, et il les renvoie en bronze. Et donc ça, je pensais ça pour la plage, et Curlet qui avait fait les sabots Nike pour les gens qui faisaient le footing autour du parc. C'est le sabot Nike pyrogravé. Là, c'était une ancienne étudiante à moi qui faisait beaucoup de choses avec. En fait, elle était dans le bain. Elle mettait plein de petits objets, plastique, polystyrène, des choses dégueulasses sur elle. Et elle bougeait, elle animait les objets avec son corps. Mais elle est vraiment submergée sur le tas de petits objets plastiques que personne veut. Mais elle bougeait les objets comme la mer, quoi. Il devient un sorte de liquide. Et donc, du coup, là, ils étaient en bas, là. Comme si on peut juste danser. Et des fois, elle sort, on le voit un petit peu. Francisco Finizio, là, c'est un artiste, il est américain-italien, mais il habite à Marseille. Et en fait, lui, il avait ce projet, en fait, il allait voir des promeneurs de chiens à Marseille. Et chaque fois qu'il voit, il va parler avec eux sur le chien. Et il pose plein de questions. Et puis après, il demande au propriétaire du chien s'il peut avoir une photographie de lui-même avec un chien. Donc, il offre son appareil photo à le propriétaire et il demande que le propriétaire fasse un portrait de lui avec le chien.
Donc il a une sorte de sélection de peut-être 200 photographies de lui-même avec des chiens. Et donc du coup, j'ai demandé qu'il me prête ses photos et donc j'ai fait un diaporama dans l'espace. Voilà. Light, parce que l'artiste, avant moi, il avait aussi fait une sorte de photographie d'un mosaïque à l'intérieur d'un bâtiment moderne. Et moi, j'avais fait une œuvre qui était... en fait, j'ai voulu écrire le mot light en light. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, je vais mettre ça sur son phare. Mais ça, c'est aussi parce que j'avais aussi voulu faire une version light de moi-même. Et donc, j'ai fait un régime, et ça, c'est... j'étais pas chez moi, donc j'envoie des cartes postales à ma femme tous les jours pour qu'elle montre comment j'ai perdu de poids. Quand je reviens, je serai toute svelte. Donc, histoire là, je suis... quand même, ça marchait un peu après moi. Ça, c'est à côté de la plage, parce que j'ai rendu compte que cette plage était un peu sauvage, il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pas de toilettes, et en fait, le monde, ils allaient dans les buissons pour faire leurs besoins, en tout cas, surtout les enfants. Et donc, du coup, c'était un peu insalubre. Donc, je me suis dit, je vais les inviter de faire caca dans l'exposition. Et donc, du coup, j'ai fait un œuvre de Rietveld, c'est une chaise Berlin, et j'ai converti en chaise, en fauteuil Montauban. Vous voyez le petit bassin en dessous. Un autre artiste qui avait fait des lapins. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, ici, en dessous, il y a un sexe qui est assez droit. Et en fait, l'histoire, c'est parce qu'en fait, l'artiste qui a fait ça, c'est mon beau-père. Donc, c'est le père de ma femme. Et un jour, ma mère est venue chez nous, et nous, on avait un de ces sculptures sur notre cheminée. Et ma mère dormait sur le canapé. Et on n'a rien remarqué, mais après ma mère est partie, on a rendu compte que cette petite tricotage, elle était mise autour de le sexe, parce que ma mère voulait pas regarder le sexe. Et le but de tricotage, c'était le travail d'un autre artiste qui voulait cacher les yeux pour qu'on voit le monde un peu flou. Alors, quand j'ai dit, on va présenter ces lapins, le directeur de galerie dit, mais David, tu sais, il y a plein d'enfants qui viennent voir les œuvres, il y a les sexes là. Il n'était pas trop sûr. Et je dis, mais t'inquiète pas, je vais appeler cet autre artiste. Et j'ai raconté l'histoire que ma mère a caché le sexe avec... et en fait, ils ont dit, ouais, super. Donc, du coup, elle a tricoté d'autres pour tous les autres lapins. Ça, c'est le travail, l'édition que Nicolas il a fait à partir de Norbert Bézard. Et donc, j'ai construit une vitrine Enzo Marie pour mettre ça dedans. Et puis après, d'autres artistes que j'avais invités qui travaillent un peu avec l'histoire de collection des petits objets de fascination, un peu comme Le Corbusier avait énormément des coquillages, des cailloux, des bouts de bois, les choses comme ça. Donc c'était pour inviter les gens de regarder dans ce sens-là. Et puis après, David Laudet, qui m'a fait un super travail, il avait trouvé des cartes postales, il a trouvé des cartes postales des architectures en Bretagne, moderniste, et puis après il a trouvé un livre sur les coiffes bretons par des femmes qui ressemblaient des architectures de Frank Gehry. Et donc du coup il avait quand même fait des sortes de petites sélections comme ça. Donc là vous pouvez quand même voir un peu comment mon travail personnel est devenu avec un coup de dé, un travail collectif, et je pense que suite à cette exposition, j'ai pensé jamais à les expositions dans la même manière.